Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours le plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Courvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, cette semaine, on n'aura pas la tête dans les nuages, mais on va avoir la tête dans les planètes. Exactement. Donc, on parle du nom des planètes. Ah. Ouais, j'ai eu une idée à un moment donné. J'ai dit d'où vient le nom de ces planètes-là, pourquoi les avoir nommées ainsi. C'est assez similaire dans plusieurs oui? langues, souvent. J'ai dit il y a sûrement une origine commune. Donc, en faisant un peu de recherche, j'ai trouvé que ça venait en fait de la tradition gréco-romaine. Donc, on parle de l'Antiquité classique, on parle d'environ le 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ. La Grèce a beaucoup influencé Rome, ce qui fait que les dieux étaient assez similaires. Donc, on se basait sur les noms de dieux et déesses pour nommer les planètes. Et vous allez voir tout au long de la chronique que autant à Rome qu'en Grèce, on changeait le nom du dieu, mais ils faisaient la même affaire. C'est assez dû à cause des influences, comme je vous le disais. Bien, ça va être fort intéressant. J'ai très hâte de découvrir ça avec vous, à la maison, bien sûr. Donc, c'est ça. On va parler un peu de mythologie et c'est toujours intéressant. Parfois aussi, vous allez voir certains termes qui vont vous faire penser à autre chose. Donc, on débute évidemment avec le soleil. Donc, c'est le dieu romain Sol. Et au niveau de la Grèce, on l'appelait Hélios. Donc, c'était la divinité solaire. On le représentait comme on le voit sur une espèce de chariot doré, un char de feu, et avec les cheveux dorés. Donc, le dieu soleil, en fait, c'était le frère de l'aurore. Et c'était aussi le frère de Sélénée, qui est la Lune. Donc, c'est quand même intéressant de voir les histoires de la mythologie. Évidemment, le fondement scientifique est douteux, mais c'était quand même intéressant de voir les histoires qu'on pouvait façonner pour expliquer la nature qui nous entoure. Et l'aurore, c'est pas juste avant que le soleil arrive? Bien, exactement. Vous allez voir un peu plus loin là, où arrive Aurore, et j'ai trouvé ça pas mal intéressant. D'accord. J'ai été trop vite. C'est désolé. Ça. Ensuite, on transporte avec Mercure, donc la planète la plus près du système solaire. Et quand on parlait à l'émission, je pense que c'est la précédente, que la Mercure... plus près du Soleil. Oui, la plus près du Soleil et qui ressemble énormément à la Lune. Bien, vous avez un bon exemple. Donc ça, c'est Mercure. Oui, ça ressemble énormément. Première fois que je vois de près. Oui, donc on voit aussi, c'est que Mercure n'a pas une atmosphère très, très épais, contrairement à Vénus, mais là, on voit vraiment assez similaire à la Lune avec beaucoup de cratères. Donc, Mercure, d'où vient le nom? C'était le dieu romain des voyages et du commerce qu'on voit maintenant. C'était aussi le guide des morts, le messager des autres dieux. En Grèce, on l'appelait Hermès, et Mercure, on le représente avec des sandales ailées qu'on voit présentement. Et le caduceus, c'est l'espèce de symbole des médecins, parce que c'était le guide des morts, évidemment. Et pourquoi on le représente avec des sandales ailées? C'est que Mercure fait son trajet très rapidement autour du Soleil. Donc, vu que c'est une planète rapide, on lui mettait des petites ailes aux pieds. Quand même incroyable le nombre de dieux qu'il pouvait y avoir à l'époque. Hein? C'est incroyable. Qu'il y a toujours aussi aujourd'hui, pour ceux qui le veulent bien, là, mais on en découvre, tu vois, je ne le connaissais pas celui-là. Oui, donc c'est une panoplie. Donc, j'ai seulement ressorti les dieux qui étaient en lien avec les différentes planètes, mais il y en a, c'est incroyable. Il y avait vraiment une très longue liste. Ensuite, on se dirige avec donc la deuxième planète la plus près du Soleil, Vénus, évidemment. Donc, Vénus, qu'on voit à l'écran, qui est une planète infernale. On en avait parlé dans l'émission précédente, qui fait très, très chaud. L'atmosphère qui fait que ça a un effet de serre constant. Ça emprisonne la chaleur autour de la planète. On parlait, je pense, autour de 400 degrés Celsius. Il fait pas mal chaud. Donc, Vénus, c'est la déesse romaine de l'amour et de la beauté qu'on voit. En Grèce, on l'appelait Aphrodite, d'où aphrodisiaque. Donc, le nom vient du fait qu'on considérait que c'était la planète la plus belle. C'est pour ça qu'on l'a appelée Vénus, comme la jolie Vénus. La plus belle à observer, j'imagine? Pardon? En termes d'observation? En termes d'observation, c'est une planète qui est quand même assez facile à voir à l'œil nu. On peut la voir souvent le soir, mais aussi parfois le matin. D'ailleurs, Vénus, c'est une des planètes le plus souvent responsables des apparitions de vie. Ouais, donc, elle se trouve être près de l'horizon. Exactement. Et puis, c'est une des premières qu'on voit.
Exactement. Donc, c'est souvent mal interprété comme une soucoupe volante parce que souvent le matin, entre autres, là, très tôt, 5 heures du matin, ça peut être assez impressionnant comme lumière très, très vive. Donc, Vénus, c'était considérée la plus belle des planètes. Ouais, elle se retrouve juste entre les deux lampadaires à partir de mon balcon à Brèche-à-Madon. Oui, c'est... Non, mais c'est spécial parce que je discutais de ça avec un ami il y a quelques jours et puis je cherchais donc le nom. C'est Vénus. Vénus. Et oui. voilà. Alors, Vénus. Un mystère de résolu. Voilà. Donc, ensuite, bon, évidemment, on a notre planète, la Terre. C'est la seule planète du système solaire qui n'a pas un nom universel dans les langues qui sont dérivées de la mythologie gréco-romaine. Mais la Terre vient de la déesse romaine Terra et en Grèce, on l'appelait Gaïa. Donc, parfois, on entend ça, Gaïa. Ben oui. Donc, c'est le nom de la Terre. Ensuite, on se dirige avec la Lune. Donc, c'est la déesse romaine de la Lune qui s'appelait Luna. Et en Grèce, on l'appelait Sélénée, sœur d'Hélios. Hélios, on en a parlé tantôt, le soleil. Donc, on la représente avec un char d'argent. Le soleil, c'est un char de feu. Elle, c'est un char d'argent. Et comment ça fonctionne? Donc, la Lune qui parcourait l'Orient vers l'Occident le matin. Le matin, il y avait d'abord le char de l'aurore. On parlait de l'aurore tantôt. Ben oui. Donc, il y a le char de l'aurore, ensuite le char d'Hélios, le soleil, et finalement le char de Sélénée, la Lune. Donc, il y avait quand même beaucoup d'imagination. Et évidemment, le char parcourait ensuite l'océan pour revenir à son même point chaque jour et refaire le même trajet. C'est comme ça qu'on interprétait. Ça nous fait réaliser que notre vocabulaire est souvent inspiré des mots là, qui ont des références historiques très intéressantes à connaître. Exactement. Donc, c'est quand même pas mal intéressant. Je parcourais les textes et des fois, je voyais des mots qu'on utilise dans notre vocabulaire courant. Et, sans savoir exactement à quoi ça fait référence. Exactement. Donc, on a un grand héritage gréco-romain dans notre langue. Ensuite, on se dirige vers Mars. Mars, c'est le dieu romain de la guerre. Donc, en Grèce, on l'appelait Arès. Pourquoi le dieu de la guerre? À cause de la couleur rouge, le sang des champs de bataille. Et le dieu de la guerre, Mars, a eu 2 fils jumeaux avec Vénus. Dans la mythologie, c'est assez complet, là. Ils ont des femmes et des enfants. Donc, il a eu 2 fils jumeaux qu'on appelle Phobos et Deimos. On va voir l'image suivante. Donc, c'est les 2 lunes de Mars. Ah oui. Donc, Phobos, ça veut dire... Mars a 2 lunes? Oui, Phobos, ça veut dire peur et Deimos, terreur. Donc, on a vraiment un concept avec la planète Mars jusqu'au bout. Donc, c'est ce qu'on a essayé de représenter. Ensuite, on se dirige avec les astéroïdes. Maintenant, ce qu'on vient de voir, on va reculer de 2 images. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est Romulus. Et ce qu'on voit à l'image suivante, c'est Rémus. Oh, un petit peu avant. Non, c'est mon erreur. Donc, ce qu'on vient de voir à l'écran, si on recule, c'est toujours Phobos et Deimos. Donc, c'est toujours les 2 satellites, les 2 lunes de Mars. Juste après? Oui, qui représentent la peur et la terreur. Donc, Mars, ça a toujours rapport avec donc, la après guerre. cette image-là, Ouais. Jean-Denis. Oui, celle-là. Donc, Phobos et Deimos, les 2 satellites naturels de Mars. Et donc, on voit un peu les personnages ensuite qui ont été imagés, donc qui représentent la peur et la terreur. Ensuite, on va se diriger vers les astéroïdes. Et là, on se dirige vers Romulus et Rémus. Et si vous vous souvenez un peu, on avait fait une émission où on parlait que c'était les 2 fondateurs de Rome qui ont été élevés par une louve. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est une image faite par un artiste et qui montre un peu le système de Romulus et Rémus. En fait, c'est un système triple. On voit le 3e à droite. D'accord. Donc, on va voir l'image suivante. Et c'est la légende que c'est les fondateurs de Rome qui ont été abandonnés et élevés par une louve. On en avait parlé un petit peu dans l'émission. Romulus, Rémus, à quoi ça te fait penser? Rapidement, là, pour être franc, là, absolument rien pour l'instant. Romulus, Romulien. Ah, oui. Romulien, Star Trek. Ah. Il y a beaucoup d'étoiles dans Star Trek qui sont Quand ils disent en qu'ils lien s'inspiraient avec souvent par rapport à des faits historiques Exact. ou des références... Vulcain aussi. Il y a beaucoup d'influences gréco-romaines. c'est vrai, le Romulien.
Les Romuliens qui ne sont pas nécessairement très gentils à la base. Hein? Oui, c'est les cousins vulcains moins civilisés. Moins patients. Moins patients. Ouais. Donc, tout ça pour dire que... donc, il y a une inspiration dans beaucoup d'émissions qu'on connaît qui vont trouver une inspiration, par exemple, vers la mythologie gréco-romaine. Et depuis le début des capsules, l'année passée, on faisait beaucoup de clins d'œil à Star Wars. Pour le 50e de Star Trek, on fait beaucoup de clins d'œil à Star Trek. Et je trouve ça drôle à faire d'une émission à l'autre. Des clins d'œil venant de Klingon. Oui, j'ai passé la même chose. Mais regarde, c'est de circonstance. Ben oui, on n'est pas les seuls à faire ça. Ben oui, donc les astéroïdes de Romulus. Post Canada est fort là-dessus cette année aussi. Oui, tout le monde, je pense, cette année, il tourne autour de ça. Exactement. Ensuite, Jupiter, donc voilà, planète gazeuse. Ça vient du dieu romain qui gouverne le ciel et la terre. Donc, c'est le dieu le plus important des Romains, Jupiter. Et si on se transporte en Grèce, on l'appelle Zeus, évidemment le dieu de la foudre et du tonnerre. Donc, Jupiter, c'est un dieu très, très important. Apparemment un des plus puissants, et si oui, ce n'est pas le plus puissant. Si ce n'est pas le plus puissant. Donc, pour représenter, évidemment, Jupiter qui est immense, on a choisi un dieu de circonstance. Jupiter qui est la plus grosse planète. Oui, qui est immense. Donc, ensuite, on se transporte avec Saturne. Évidemment, Saturne avec l'anneau magnifique. Ce qu'on voit en dessous, c'est un aurore boréale. Donc, il y a des aurores aussi sur les planètes. Donc, Saturne, c'est le dieu romain qui a inventé l'agriculture. Et si on se transporte en Grèce, on l'appelle Chronos. Et lui, on le symbolise avec une fausse yeux. C'est intéressant de savoir reconnaître les dieux de la mythologie parce que parfois, on peut voir des images et on peut dire, OK, lui, c'est tel dieu parce qu'il a tel instrument dans les mains. Et Saturne, j'ai eu la misère à trouver une photo qui était montrable à la télévision parce que Saturne, il mangeait ses enfants. Oui, c'est un peu macabre. Et toutes les images qu'il représentait, c'était vraiment très, très sadique et macabre. Et donc, ça a été assez difficile de trouver. Donc, il mangeait ses enfants, le dieu Saturne. C'est assez pour le retenir en termes de référence. C'est assez, ouais, c'est assez intense. Ensuite, on se transporte avec Uranus. Donc, Uranus, contrairement à Saturne, donc l'anneau est placé de l'autre sens. Et on pense qu'il y a longtemps, il y a eu une collision qui fait que l'axe d'Uranus a changé de position. Ah. Ouais, ce qui ferait que c'est comme Saturne, mais de l'autre côté. La conséquence. Oui, c'est assez impressionnant de voir l'anneau dans ce sens-là. Donc, Uranus, c'est l'ancien dieu grec Ouranos. C'est le dieu du ciel. Et Ouranos, il était avec Gaïa. C'était le mari, entre guillemets, de Gaïa, la planète Terre, si on veut. Ah oui. Ils ont eu un fils, Chronos, le fameux Saturne qui mangeait ses enfants. Tous les dieux sont interreliés et dans la mythologie romaine, c'est Caelus, c'est un nom qu'on est moins familier. Et à l'origine, Uranus, on l'appelait la planète Herschel, c'est l'inventeur, c'est celui qui l'a découverte. Et ensuite, on a décidé de changer le nom pour que ça... je cherche le mot français, fit n'est pas très français, pour que ça concorde avec l'image des autres planètes qui portent le nom d'un dieu gréco-romain. Garder une logique là, au niveau de la présentation. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, on se transporte vers Neptune. Donc, Neptune, c'est le dieu romain des océans. Lui, on le connaît un petit peu. En Grèce, on l'appelle Poséidon, c'est le frère de Zeus. Donc, lui, on le voit, il a un trident dans les mains. C'est une façon de le reconnaître. Et Neptune, on ne le voit pas sur la photo que je viens de montrer, mais Neptune a des anneaux. Tout comme Jupiter, la planète géante. Aussi, on s'est rendu compte qu'ils avaient des anneaux quand on s'est approché avec les ondes. Les sondes, évidemment, ce n'est pas aussi évident qu'avec Saturne, où là, on voit vraiment les anneaux se déployer de façon remarquable. Mais les planètes gazeuses, après la ceinture d'astéroïdes, ont des anneaux. Ouais. Mais il faut des télescopes, des sondes pour les voir très, très puissants. Donc, c'est assez peut-être faire une petite parenthèse pour ceux qui aiment peut-être avoir une vision peut-être un peu différente, mais qui fait tout de même référence aux dieux grecs, aux dieux de la mythologie grecque. Oui. Le film
Choc des Titans, est-ce que ça te dit quelque chose? Ben, le nom m'a dit quelque chose, mais j'ai pas vu. Ou le film Percé, qui remonte peut-être de 15-20 ans à l'arrière, où justement l'ensemble des dieux pratiquement sont présents à ce moment-là. On les voit discuter autour d'une table et se confronter et tout ça. Et justement, c'est notre Qui-Gon, l'acteur qui fait Qui-Gon dans la Star Wars, qui se trouve à jouer le rôle de Zeus à ce moment-là. Ah, si oui. ça t'intéresse, le Choc des Titans, une première partie, deuxième partie, ça a été fait dans les 5 dernières années. C'est bon à savoir. Oui, j'ai puis pas les écouté. costumes sont incroyables et je devine un peu l'inspiration des différents costumes de par la capsule d'aujourd'hui. C'est super intéressant. Oui, c'est bon, ça fait une suite logique. Choc des Titans. Donc ensuite, on se dirige vers Pluton. Donc Pluton qui n'est plus considéré planète, mais planète naine. Donc Pluton, c'est le dieu romain de la fécondité et de l'abondance des récoltes. En Grèce, on l'appelle Hadès. En Grèce, il est un petit peu plus ténébreux. C'est le dieu des enfers. Bon. Donc, est-ce que c'est Pluton qui est plus considéré comme une planète où il y a eu un argumentaire autour de tout cela? Là? il y a encore un grand débat. Ce n'est plus une planète, mais il y a quand même des astronomes qui sont pas d'accord avec la décision. Mais actuellement, elle est considérée comme une planète naine, avec d'autres que je vais vous montrer. Là. Bon. Donc, par exemple, Eris, qui est considérée une planète naine aussi. Voilà. On voit aussi un peu une différence, la comparaison. Donc, Eris, c'est la déesse grecque de la discorde et des conflits, qu'on va voir à l'écran. Ah, première fois que je la vois, celle-là. Oui. Donc, pourquoi ça a été Pluton? Pourquoi on a décidé que ce n'était plus une planète? C'est qu'on a établi certains critères pour être considéré une planète. Par exemple, il faut qu'évidemment que le corps tourne autour d'une étoile, du Soleil. Ça va. Pluton tourne autour du Soleil. Il faut aussi que la gravité soit suffisante pour que la planète ait une forme sphérique. Donc, à ce niveau-là, Pluton, il n'y a pas de problème. Eris aussi, qu'on vient de voir, c'est une forme sphérique. Parce que, par exemple, un astéroïde, la masse n'est pas assez importante pour que ça forme une sphère. Parfois, c'est une forme de patate. Oui, c'est ce que je remarquais tantôt. Donc, le deuxième critère, ça va. Le problème avec Pluton, c'est le troisième critère. Pour être considéré une planète, il faut que la planète naine, il faut qu'ils aient réussi à faire le ménage sur leurs orbites. Donc, par exemple, si on regarde autour de la Terre, bon, il y a la Lune, mais il n'y a pas plein de débris, d'astéroïdes, etc. Tandis que si tu regardes autour de Pluton, il y a vraiment beaucoup de débris, d'autres planètes naines. Donc, pour être considéré une planète, il faut que tu aies réussi à faire le ménage de ton orbite et qu'il n'y a plus de débris, etc. Donc, on s'est rendu compte que dans le coin de Pluton, Eris, etc., vous allez voir des images, il y avait pas mal de corps célestes. Vous voyez, par exemple, Pluton, Eris, Sedna, on avait entendu parler. Donc, vous en voyez une aussi qui a une forme plus allongée, donc elle ne remplirait pas le critère sphérique. Je suis surpris du nombre de microplanètes, si on peut les appeler, ou planètes. C'est seulement une petite partie parce qu'on va voir d'autres images aussi. Donc, et ça, on en découvre toujours. Ça, c'est les corps, les corps célestes qu'on trouve dans le coin de Pluton, un petit peu plus loin. Dans ce coin-là. Oui, donc comme vous voyez, ils sont sphériques, ils tournent autour du Soleil, mais le problème, c'est que justement, ils sont dans un amas de plein de débris, donc ils n'étaient pas assez forts pour faire le ménage et que ça forme un seul corps. Parce qu'évidemment, comme la planète Terre, la façon que ça s'est formé, il y avait plein de débris et tranquillement, pas vite, les poussières se sont accumulées, tranquillement, pas vite, pour former une sphère. Donc, la Terre a fait le ménage, puis ça a formé une sphère. Mais là, c'est comme ça s'est fait de façon incomplète, il y a plein de débris. C'est pour ça qu'on appelle ça des planètes naines. Et si on voit l'image suivante, pour vous donner aussi un peu une idée, par exemple, de la trajectoire de Eris qui est très loin du système solaire. Donc, ce n'est pas un orbite circulaire comme les autres, c'est plus allongé. Donc, nous, on est situé vraiment pas mal loin dans le centre. Donc, on voit ça commence à partir de Saturne. Donc, Eris est pas mal loin de nous autres. C'est un orbite extrêmement grand. C'est pour ça qu'on va sûrement découvrir encore d'autres planètes naines parce qu'évidemment, quand elle est à son plus loin, comme on voit là, c'est plus difficile d'avoir des télescopes. J'imagine.
Donc, c'est les sondes et tout ça, là, exactement. qui sont déjà en chemin au moment où on se parle. Là. Exactement. Donc, c'est un peu pour ça que l'astronomie, c'est un domaine où on va toujours continuer à découvrir. Perpétuelle évolution. Puis même, il y a des planètes, souvent, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Par exemple, quand on dit on a découvert des planètes dans un système solaire lointain, on ne voit pas la planète en tant que telle, on voit l'effet de gravité qu'elle a sur d'autres corps autour. Ça, c'est incroyable. L'astronomie, c'est un domaine fascinant pour ça. Donc, on étudie les vibrations, entre guillemets, des étoiles, des corps qu'on voit, et on peut détecter qu'il y a une certaine vibration parce qu'il y a un corps qui l'attire. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. C'est ainsi que c'est Neptune, je pense, ou Uranus, qu'on ne l'avait pas vu, mais on savait son existence. On savait qu'elle faisait... En déduction de l'impact qu'elle avait autour d'elle. Exactement, qu'il y avait une gravité qui se faisait. Donc, avant même de l'avoir découvert, on avait prédit sa présence et effectivement, ça a été confirmé. Donc, c'est quand même l'astronomie, c'est un domaine assez intéressant. Fascinant. Oui. Ça conclut pour cette semaine. Oui. Ce fut très intéressant, divertissant et même instructif, je dois le dire. La beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.